La semaine du Booktubeathon vient juste de se terminer et j'ai plein de choses à vous raconter, plein de livres à vous présenter. J'ai réussi à lire les 7 livres qui étaient demandés, mais je n'ai pas tout à fait respecté les consignes puisqu'il m'en manque une toute petite, parce que une des consignes c'était de lire le dernier livre que vous avez acheté. En ce qui me concerne, il s'agit d'Écriture de Stephen King, qui est une autobiographie mélangée à des conseils pour les écrivains. Et j'ai commencé à la lire, j'ai lu peut-être une 40aine de pages, et il est absolument très intéressant. Pour l'instant, on en apprend beaucoup sur la vie de Stephen King, et vu tout ce qui lui est arrivé, c'est presque logique que ce gars ait autant d'imagination et autant de capacité à écrire. Bref, donc je ne l'ai pas terminé, j'avais pas envie de le lire à toute vitesse parce que les marathons c'est bien effectivement pour faire baisser ses pales, mais quand vous tombez sur un livre qui vous plaît vraiment, moi personnellement je le mets de côté et je lis autre chose parce que voilà, certains livres, j'ai pas envie de dire méritent plus d'attention que d'autres, mais en tout cas vous donnent envie de passer un peu plus de temps avec, et c'est le cas avec celui-ci, donc je l'ai troqué contre un autre. Voici le pourquoi du comment. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et puis on se retrouve. Donc comme je vous le disais, je démarre ma semaine marathon et ma première lecture c'est Si c'est un homme de Primo Levi, qui est un livre en fait qui parle des camps de déportation de Auschwitz. C'est un témoignage. Il est connu comme étant un des premiers témoignages sur ce camp. Je ne l'ai jamais lu, donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit qu'il était temps un petit peu de régler ça, de le connaître, parce que j'en ai souvent entendu parler, mais c'est vrai que bon, c'est des lectures où on est d'accord, hein, qui sont pas évidentes, mais qui en même temps pour moi font partie de la mémoire de l'histoire et qu'il est important de connaître. J'en suis pour l'instant à une 40aine de pages. La première chose qui me vient, c'est la froideur avec laquelle l'auteur, donc qui a vécu ces événements, raconte point par point l'arrivée dans le camp. C'est quelque chose de très descriptif, sans beaucoup d'émotion. Du coup, c'est encore plus glacial, je trouve. C'est voilà, ma première impression là tout de suite à chaud, mais je vous en reparle à la fin de la journée, si je réussis à le lire dans la journée, sinon demain, parce que bon, il faut lire 7 livres dans la semaine, mais je suis pas sûre d'être au rythme de 1 par jour. On verra. Suite au prochain épisode. Nous sommes toujours lundi, je suis toujours dans la lecture de Si c'est un homme de Primo Levi, donc sur la Seconde Guerre mondiale et plus précisément sur le camp d'Auschwitz. C'est une lecture qui est très très dure, extrêmement détaillée en fait, et je vous avoue que des fois je suis obligée de relire plusieurs fois ce qui est écrit, tellement ça me paraît, je vais dire absurde, mais le mot est absolument pas assez fort, mais tellement ça me paraît invraisemblable, je me dis non attends, c'est pas ça qu'il a voulu dire, et en fait si. C'est vraiment très détaillé et il n'y a pas de fioriture en fait, donc c'est un texte qui est dur, qui est vraiment dur à lire. J'avance doucement. Deuxième jour de marathon, nous sommes donc mardi, il est 7h30, je viens juste de me lever. Et aujourd'hui j'ai un petit peu plus de trucs à faire, notamment un rendez-vous à Pôle emploi pour faire le point sur mon entreprise et puis sur la suite à donner à mon CV. Je sens que ça s'annonce. J'adore les rendez-vous avec Pôle emploi. Et donc je suis toujours en train de lire le livre de Primo Levi. Je vous avais expliqué hier qu'il était un petit peu difficile à lire, du coup c'est vrai que ça me prend un peu plus de temps. J'ai donc décidé de l'intercaler avec quelque chose de beaucoup plus léger, puisque je vais reprendre en fait le tome 1 Promise de Ali Kondi. Je l'avais commencé pendant alors pas Weekend à Nîmes, mais pendant le Fridge-Witheton, et j'en avais lu à peine une centaine de pages, donc je pense que je vais être bonne pour les relire même assez rapidement, pour reprendre l'histoire, recomprendre de quoi ça parlait, parce que je vous avoue que j'ai un peu oublié. Et puis comme ça ce sera plus facile, je pense, déjà parce que ce sont toujours des gros pavés mais qui sont écrits très gros et très simplement, donc ça se lit assez vite. C'est une bonne lecture pour un marathon, et puis comme ça sera un petit peu plus, voilà, un peu plus léger à intercaler au milieu d'une lecture un peu plus dure. Je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir les gens, nous sommes mercredi soir, il est pas loin de 23h et je viens enfin de terminer Si c'est un homme de Primo Levi. Ça a été un livre très long à lire, malgré le fait qu'il ne soit pas bien épais, parce qu'il est vraiment prenant.
Il y a une foule de détails, de choses à comprendre, à retenir sur cette période de l'histoire. Et je l'ai vraiment trouvé particulièrement intéressant parce que Primo Levi, qui a donc été témoin de tout ce qui a pu se passer puisqu'il a été emprisonné dans le camp d'Auschwitz, se présente ici non pas comme une victime, mais vraiment comme un témoin d'un pan de l'histoire. Ça donne un texte qui est très détaillé, qui peut sembler froid, mais qui nous permet de comprendre comment un camp fonctionnait à l'intérieur. C'est-à-dire d'avoir une vision sociale, économique de comment on vivait dans un camp. Et c'est quelque chose que je n'avais encore jamais lu, donc j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Je pense que je vous en reparlerai plus en détail parce que pour moi c'est le genre de livre qui mérite vraiment d'être lu pour comprendre ou ne pas comprendre d'ailleurs. Il a une réflexion très intéressante sur l'intérêt ou non de comprendre et ou de justifier cette période de l'histoire. Et parce qu'il y a un devoir de mémoire en fait. Donc je pense que chacun devrait à un moment ou à un autre s'intéresser à ce type d'ouvrage. Et comme je n'ai pas du tout sommeil, j'attaque depuis quelques pages la lecture de Kaléidoscope de Crone. Je ne me rappelle pas du tout l'histoire, je l'avais pris parce que c'est une vieille édition qui date de 1946 et que j'ai un amour particulier pour les vieux livres. J'ai compris que ça se passait donc dans un hôpital, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc on se retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite une bonne nuit. Il est 1h moins le quart du matin et je viens de terminer Kaléidoscope. Donc je réponds à la consigne de lire un livre d'une traite. Je vous en parle demain matin parce que là je ne peux pas parler trop fort. À tout à l'heure. Bonjour les gens, nous sommes donc jeudi matin, il est encore assez tôt, je viens de me réveiller. Je n'ai même pas pris le temps de me regarder dans un miroir pour voir si j'étais la plus belle. Non, si j'étais juste présentable, mais c'est pas grave. Hier soir, comme c'était assez tard dans la nuit, pour ne pas dire d'ailleurs que c'était la nuit, je ne vous ai pas parlé des 2 livres que j'ai donc lus et terminés. Je vais le faire maintenant. Donc il y avait d'abord Kaléidoscope de Crone. Je vous avais expliqué que je ne me souvenais plus trop de l'histoire. Ça se passait dans le milieu hospitalier, mais à part ça, je ne savais pas trop ce qu'il en était. Je l'avais pris parce qu'il était vieux, ancien, qu'il sentait le vécu et que j'avais, voilà, par curiosité, envie de voir de quoi il s'agissait. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la série télé Knick qui se passe en Angleterre au tout début des années de médecine avec les premiers balbutiements de la chirurgie, etc. Et bien Kaléidoscope, c'est un petit peu cet univers-là. L'impression que j'ai eue en le lisant, c'était de découvrir un épisode écrit de Knick. Je ne peux pas mieux le résumer. Nous suivons pendant 12 heures un service d'un hôpital. Plus exactement ce qu'il se passe dans une salle en particulier où il y a plusieurs malades, patients et puis tout ce qui va être un petit peu autour, à savoir les infirmières, les médecins. C'est un espèce de huis clos, ça fait assez scène de théâtre. D'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai corné une page. Oh mon Dieu! Regardez ce qui est écrit. Les murs recouverts à la mi-hauteur de carreaux de céramique, les lits blancs bien alignés, le parquet ciré, les larges portes battantes en chêne clair, le plafond haut, tout contribuait à donner à cette salle un aspect agréable, une impression de vie. Elle vous faisait songer à un théâtre sur la scène duquel vous pourriez jouer une pièce qui était la comédie même de la vie. Ces quelques lignes, ça résume très bien ce livre. Vous avez tout ce qui fait un bon épisode d'urgence.
Vous avez les infirmières qui ne peuvent pas s'encadrer et qui se font des saloperies, mais version début du 20e avec des petits pincements de lèvres et des petits sous-entendus, mais on ne se crêpe pas le chignon. Vous avez bien évidemment une histoire d'amour qui se finit bien ou mal, je vous laisserai découvrir, entre un médecin et l'une des infirmières. Vous avez surtout la vie des patients, donc comment ça se passe pour eux. Vous avez plein de styles, de personnages différents, ils sont assez nombreux en fait. Vous avez par exemple une jeune femme qui a été brûlée, vous avez une autre jeune femme qui a été battue par son mari, vous en avez une autre qui est vraiment celle qui est toujours de bonne humeur, qui dit bonjour à tout le monde, on ne sait même pas trop pourquoi elle est là, même si c'est peut-être grave. Nous avons une jeune femme qui est sur le point de subir une trépanation, puisqu'à l'époque ça se faisait encore. Peut-être que ça se fait d'ailleurs encore maintenant, j'en sais rien du tout. Bref, vous avez pas mal de panels de personnages, de patients possibles, chacun avec à la fois sa maladie ou son opération, mais aussi son contexte, c'est-à-dire jeune, moins jeune, seul, pas seul. Et voilà, ça fait une galerie de personnages qui est assez intéressante. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, mais il va rien se passer en fait. Un huis clos dans une chambre d'hôpital où il y a plein de gens, ça va pas être super intéressant. Et en fait, ça se lit assez bien et on y prend goût. Et c'est très drôle parce que justement, le prérequis de ce livre, le prérequis de ce livre, c'est est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose la nuit dans un hôpital? Et en l'occurrence, oui. Alors bien sûr, ce livre est paru en 1946, donc le vocabulaire est complètement différent. Par exemple, on parle d'une monitrice de salle pour parler d'une infirmière en chef, si j'ai bien compris l'équivalent. Il y a plein de petits mots de vocabulaire comme ça qui sont différents et qui donnent un petit côté vieux jeu à ce livre qui est assez sympa. J'ai bien aimé ma lecture. Et ensuite, partie dans ma lancée, et parce que je n'avais absolument pas sommeil, plus jamais je n'enfile de café frappé comme je l'ai fait hier soir. J'ai lu donc Le Merveilleux, qui est un roman jeunesse, qui m'avait été offert par Beaucoup Armette dans un swap petite maison d'édition. Et là c'est pareil, c'est pas un livre que j'aurais lu spontanément, déjà parce que je n'y connais pas grand chose en roman jeunesse, et parce que même si je trouve la couverture très sympa, en lisant l'arrière, je me suis dit bon, il va pas là non plus se passer grand chose, je peux peut-être passer à côté. Et au final, j'ai passé un très bon moment. C'est pas un livre que je retiendrai, je pense, spécialement, c'est absolument pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment bien écrit, et surtout, j'ai aimé la façon dont il était écrit. Le Merveilleux, ça raconte l'aventure d'un saphir. Et quand je dis saphir, je parle donc du bijou, de la pierre précieuse. Et c'est vraiment l'élément clé de cette histoire où en fait, vous allez suivre, c'est le matin, j'ai vraiment du mal, vous allez suivre ce saphir, et en même temps, c'est pas facile à dire suivre ce saphir, suivre ce saphir. Vous allez suivre ce saphir pendant toute sa vie, de comment il a été trouvé par un vieil Indien au fin fond du Cachemire, un Indien qui aura bien des difficultés à le récupérer et qui verra une mise à l'épreuve de la part de Bouddha. Et puis il réussit à avoir ce saphir, et pour lui c'est juste une pierre, tout ce qu'il y a de plus banal, qui va lui servir à aiguiser ses outils, mais il n'a aucune idée du précieux qu'il a entre les mains. Son chemin, sa route, va croiser celle d'un autre homme qui va s'emparer du saphir. Là aussi, je vous laisse découvrir comment. Et puis ce saphir va changer de main, épisode après épisode, et c'est le lien commun entre les différentes histoires qui sont racontées à l'intérieur de ce livre. C'est-à-dire que chaque chapitre correspond à une aventure dans la vie du saphir. La fin est assez rigolote. Alors bien sûr, je ne peux pas vous la raconter, mais j'ai bien aimé ce côté, voilà. On ne peut pas dire que la boucle est bouclée, mais il se passe plein de trucs, et même si finalement c'est un tout petit objet qui n'a pas vraiment d'importance, ça permet de rencontrer là aussi une galerie de personnages. C'était la soirée galerie de personnages en fait. Vous avez tout un panel de personnes, certaines très sympathiques, d'autres beaucoup moins, voire carrément racistes, voire carrément grossières, et ça dépeint assez bien en fait le comportement humain dans ce qu'il peut y avoir de bon ou de moins bon face à l'argent,
le précieux, la découverte. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Ce livre fait à peu près 150 pages, il est écrit relativement gros, ça se lit facilement. Et en plus de ça, la bonne surprise pour moi, c'est qu'il y a un cas dedans. Vous savez, mon challenge baccalauréat livresque, et ben il y a un cas dedans. Donc ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, oh cool. Rien à voir avec le sujet du bouquin, mais voilà, j'avais envie de vous le partager. J'ai attaqué une nouvelle lecture, QHS, Quartier Haute Sécurité, qui est un livre témoignage. J'en suis à une centaine de pages, c'est-à-dire à peu près la moitié. Et sincèrement, pour l'instant, j'accroche pas des masses. C'est très cafouilleux en fait. Je trouve le récit assez... je sais même pas comment dire en fait, mais c'est le bordel. Il raconte plein de trucs et du coup j'ai du mal à suivre et la chronologie et l'endroit où il est et ce en fait contre quoi il lutte. C'est un peu compliqué pour moi de suivre la pensée de cet homme, même si je pense que du coup c'est assez révélateur justement de ce qu'il vit. Donc j'essaierai de vous en dire un petit peu plus quand je l'aurai terminé, mais pour l'instant j'ai un peu du mal. Hello, je viens de terminer QHS et je suis un petit peu mitigée. Le sujet m'intéressait particulièrement, à savoir le milieu carcéral, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec la façon dont ce milieu est expliqué par notre ami Roger Knobelpiès. Pour le contexte, cet homme a passé, au moment où il écrit le livre, 11 ans en prison, dont 8 ans en isolement, dont 2 ans en QHS, donc quartier haute sécurité. C'est dans un contexte des années 70, entre 72 et 80 je crois, ou 78. Donc on est dans une France qui commence à mettre des choses en place, où la peine de mort est toujours en vigueur, donc avec des petites explications sur notamment les décapitations, etc., qui sont sous-entendues. Et il explique un petit peu comment ça se passe, ce qui lui est arrivé. Quoi qu'il en soit, il décrit un petit peu voilà, l'arrivée du QHS, le fonctionnement du milieu carcéral, les directeurs de prison qui ont un peu la main mise, qui mettent des choses en place qui ne sont pas légiférées et la justice intervient après pour régulariser. Donc c'est un milieu qui est vraiment particulier. La difficulté que j'ai eue personnellement, c'est que cet homme est très vindicatif, ce qui peut bien évidemment se comprendre, mais pour moi ça dessert un peu le propos. Il est en colère contre tout le monde, que ce soit les administrations, que ce soit la justice, que ce soit le milieu en lui-même, les autres prisonniers qui ne sont pas solidaires entre eux, etc. Du coup, il tape sur tout le temps, sur tout le monde. Ce que je peux comprendre, ce que je peux non en fait à peine imaginer vu ce qu'il a vécu, mais ça rend la lecture assez hasardeuse, fouillis, difficile. Pour moi, encore une fois. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'au-delà de la raison pour laquelle il a été incarcéré, ce qu'il fait qu'il a eu ce traitement, c'est qu'il n'a jamais accepté son procès, il a toujours crié son innocence et ça lui a été reproché. Il a toujours essayé de se révolter, de se rebeller, de ne pas accepter le système et il pense que c'est de ça qu'il a été puni. Malgré tout, il y a quelques très bons passages dans ce livre, notamment tout un chapitre qui s'appelle « Il décide », dans lequel il explique vraiment tout ce qui lui est enlevé. Et quand il dit « il décide », c'est au pluriel, donc ce sont les matons, les directeurs de prison, les services psychiatriques, etc. Et il explique vraiment, voilà, quand c'est que vous vous levez, quand c'est que vous vous couchez, quand c'est que vous dormez, si vous voyez des gens ou pas, si vous avez la possibilité d'écrire ou pas, si vous avez accès aux journaux ou pas, etc., etc. Et en fait, chacune de ces phrases commence par « il décide, il décide, il décide ». Et ça m'a fait penser au « j'accuse » en fait. Donc j'ai trouvé cette partie-là assez intéressante. Il y a également toute une partie sur les différentes personnes qu'il a pu rencontrer en QHS et les raisons pour lesquelles elles se sont elles-mêmes retrouvées là-dedans. Et des fois c'est juste hallucinant quoi, c'est pour des toutes petites conneries de rien du tout et enfin c'est un truc de fou, on a vraiment du mal à se projeter et à se dire mais comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que ça a pu arriver, qui a pu laisser faire ça en fait. Matin, en train, bonjour les gens, il est 8h30, nous sommes vendredi, hier soir j'ai attaqué la lecture de Pars avec lui, je vous l'avais dit j'avais besoin d'un truc un peu plus léger et je me régale.
J'avais particulièrement apprécié la lecture d'Agnès Ledig de Juste avant le bonheur, même si je ne vais pas revenir là-dessus, mais je n'avais pas aimé la fin, en tout cas les quelques dernières pages. Là, j'en suis à peu près à la moitié et je passe vraiment un très très bon moment. Elle a cette capacité à décrire des actes de la vie quotidienne d'une façon très simple, dans laquelle moi je ressens beaucoup d'émotions et du coup les pages se tournent toutes seules, quoi. Et je pense que, à mon avis, d'ici 1 heure ou 2, il sera terminé. Lisez-le, 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 lisez-le. Je viens de terminer par avec lui. J'ai versé ma petite larme, j'ai versé mes petites larmes. J'ai été partagée, j'étais super heureuse de retrouver l'écriture d'Agnès Ledig. C'est simple, c'est frais, c'est humain, c'est plein de sentiments agréables. Il y a des moments qui sont très tristes et en même temps il y a toujours cette touche d'amour, cette touche d'espoir qui m'avait tant plu dans son premier roman et que j'ai retrouvé là. Et puis après est arrivée une thématique qui ne m'évoquait pas forcément quoi que ce soit, dans laquelle je ne me retrouvais pas et je sentais en moi ce petit ah non mais moi je pense pas comme ça, ah non mais moi je réfléchis pas comme ça, mais on s'en fout comment moi je réfléchis puisque le principe du livre c'est de se laisser embarquer et elle a cette plume qui fait que même si la vie qui est proposée dans cette histoire n'est pas une vie que moi j'aurais choisie, j'arrive malgré tout à m'attacher aux personnages, là en l'occurrence Roméo, Juliette, Vanessa, Guillaume, Laurent, Malou, c'est des personnages qui sont à la fois soit absolument détestables, soit totalement attachants. Et ça a pris quoi. Ça a pris à tel point que plus j'ai avancé dans le roman et plus j'ai été émue par l'histoire. Et même si oui, il y a quelques pages qui m'ont contrariée parce qu'il y a on va dire, des lieux communs qui m'exaspèrent, je me suis complètement laissée porter par le truc. Et la fin, vous tournez les pages à toute vitesse parce que vous voulez que ça arrive, vous savez ce qui va se passer, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense, quoique un petit peu par moment, vous savez ce qui va se passer, en tout cas vous avez une idée de comment vous avez envie que ça se passe, et vous tournez les pages, et quand ça arrive, et là c'est l'explosion de chouettes trucs, et puis après c'est tellement triste et tellement émouvant, et ça fait du bien, et moi j'ai pleuré comme une concombre à la fin, tellement j'ai été touchée. Et il y a des choses qui sont dites qui vont toucher n'importe quelle femme. Les sujets dans ce bouquin, vous allez retrouver toute la relation à la maternité, au fait de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfant. Il est question également de violence conjugale, il est question d'amour, il est question d'enfance maltraitée, d'adolescentes qui se cherchent. Il y a plein de sujets en fait, et ça fait de ce livre un très beau livre que je vous conseille vraiment de lire. Bonjour les gens, nous sommes samedi, toujours dans ma semaine Booktubeathon. J'ai lu mon 6e livre sur 7, mais je n'ai pas du tout lu un livre qui était prévu. Il s'agit de L'enfant derrière la porte de David Bisson, que j'avais emprunté à la bibliothèque juste avant qu'elle ferme parce que je suis quelqu'un de faible et que malgré mes 36 livres à lire, j'ai décidé d'en rajouter 36 encore, bref. Et j'avais envie hier soir d'un petit livre qui pouvait se lire d'une traite, donc j'ai choisi celui-ci que finalement je n'ai terminé que ce matin. Et j'ai réalisé en fait que je l'avais déjà lu il y a très longtemps, sans doute un des premiers témoignages que j'ai lu quand j'étais ado. Et ça me paraît toujours aussi invraisemblable en fait, pardon. On est face à un jeune homme, enfin un enfant qui à 12 ans réussit à s'enfuir de chez lui et qui du coup raconte sa vie, à savoir que depuis qu'il est tout petit, depuis l'âge de 2 ou 3 ans, il est enfermé et maltraité par sa maman devant les yeux totalement indifférents de son beau-père et de son petit frère. Donc c'est un petit garçon qui a vécu les premières années de sa vie enfermé dans une salle de bain, enchaîné à un tuyau, maltraité, battu, etc., qui ensuite sera enfermé dans un placard. Enfin, c'est une histoire absolument abominable et racontée avec un réalisme et
je sais même pas si c'est un réalisme le terme en fait, c'est que j'ai l'impression que quand il raconte ça, il est encore très jeune hein, quand il témoigne, quand il raconte ça, j'ai l'impression que c'est normal pour lui. C'est à tel point normal que quand il raconte quelque chose de bien, un chouette épisode, un moment où ça a été un peu une trêve, on va dire, avec sa maman, bah, c'est ça qui est exceptionnel en fait, et non pas les coups. À tel point que il y a des passages où il explique qu'il préfère être tapé, il préfère être brûlé, il préfère être malmené plutôt qu'ignoré. C'est voilà, c'est pas un livre facile à lire. Il est assez, je sais pas comment dire, il est assez perturbant. Et ce qui est incroyable, c'est la capacité avec laquelle il a pardonné, puisque son seul désir, c'était que sa mère ne finisse pas en prison, qu'il puisse renouer contact avec elle, qu'il puisse renouer contact avec son beau-père et son frère. Et puis, les épisodes de la vie font que ça n'a pas forcément été possible, mais il a une abnégation par rapport à tout ça, une résilience qui est juste incroyable. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de prendre le temps de lire cet ouvrage. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà lu Promise? Est-ce qu'à un moment ou un autre, il se passe réellement quelque chose dans ce livre, et même pire, dans cette saga? J'en suis à 300 pages sur 400 et quelques, et alors ça se lit tout seul. Pour reprendre une expression que j'ai appris très récemment grâce à l'une d'entre vous, à Maxi je crois, c'est un page turner, donc ça se lit bien, ça se lit tout seul. On retrouve le classique un petit quelque chose à chaque fin de chapitre pour vous donner envie de lire le chapitre suivant. Mais à part ça, j'aime bien la société qui est décrite. Je trouve le personnage de Kai assez intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Mais 300 pages et ne toujours pas savoir où elles vont en venir plus que ce que finalement le titre ne dit déjà, voilà, c'est un peu cher payé, je trouve. J'arrive au chapitre 28, page 357. Ça y est, il vient de se passer quelque chose. Il me reste 30 pages, je crois, à peu près pour finir le livre. Mais ça y est, elle se sort enfin les doigts du bip, si vous me permettez, et il se passe quelque chose. Mais si les prochains, ils sont comme ça, mais je sais pas si je vais la lire en entier, cette saga. Je sais pas. Non, c'est pas possible. Moi je veux bien hein, que vous fassiez des sagas en 3 tomes, 4 tomes, 5 tomes, 6 tomes, mais justifiez-le, qu'il se passe des trucs, quoi, qu'on soit pas juste en train de tourner des pages en désespérant qu'il y ait quelqu'un qui meurt ou qu'il y ait quelqu'un qui se décide à faire quelque chose ou... Donc le dernier livre, celui sur lequel vous n'avez pas eu de conclusion, il s'agit de Promise de Ali Kondi, qui est donc une saga, c'est le premier tome. Et comment dire, ce livre est un livre qui m'agace. Pourquoi ? Parce qu'il ne se passe pas assez de choses pour que vous soyez à 100% dedans, mais il s'en passe assez pour que vous ayez malgré tout envie de lire le tome 2. En l'occurrence, le personnage principal m'agace profondément parce que il ne se passe rien. On a l'impression qu'elle met 30 ans à comprendre que ce qu'il y a autour d'elle n'est pas normal. Mais elle commence à se rendre compte que ce qui arrive, c'est pas logique, que c'est pas comme ça que le monde devrait fonctionner. Et elle rencontre quelqu'un, ou en tout cas elle se met à remarquer quelqu'un, et c'est ce quelqu'un-là qui me donne envie de lire la suite, parce qu'on commence dans les 50 dernières pages, comme je vous le disais, à réaliser que lui, il a aussi son point de vue sur tout ça, et que potentiellement peut-être il va se passer des trucs. Et je vais lire le tome 2 en me disant que potentiellement il va se passer quelque chose, et peut-être qu'il se passera rien, et que dans les 50 dernières pages, je me dirais bon bah je vais lire le tome 3 pour voir, et qu'à la fin du tome 3, eh ben, j'aurais juste envie de tous les brûler parce que ça m'aura profondément gonflé. Mais en attendant, je vais quand même continuer cette histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Promise, en fait c'est une famille qui vit dans une société, ça s'appelle d'ailleurs la société, où en fait vous ne prenez plus aucune décision, vous n'avez plus aucun choix. C'est la société qui vous dit où vous travaillez, qui vous dit ce que vous mangez, qui vous dit quand vous mangez, avec qui vous traînez, dans quel quartier vous habitez, quel métier vous allez exercer et même quelle personne vous allez épouser. Donc Promise, c'est qu'en fait Cassia arrive à l'heure à laquelle il va être temps pour elle de découvrir son promis. Arrive à l'heure à laquelle il est temps pour son grand-père de mourir, parce qu'il a atteint l'âge, donc il va mourir. Et c'est donc une vie sans surprise, sans à-coups, jusqu'à ce que, voilà, il y ait un petit accroc dans un des événements qui n'aurait pas dû arriver, et qui remet en question
le regard de Cassia sur plusieurs choses de sa vie. Et ça arrive vraiment super doucement, faut pas aller trop vite. Et c'est ça qui était particulièrement pénible. Mais à côté de ça, les idées sont intéressantes. Ce côté, à quel moment je réalise que ce qu'on essaie de me faire croire, ce n'est pas la vérité, et que finalement, où est le choix dans ma propre vie, c'est des thématiques qui m'intéressent. La question du choix et de la responsabilité, en fait, ce sont des thématiques de développement personnel qui m'intéressent et qui, du coup, me motivent assez pour continuer. Mais il y a des chances que dans une prochaine vidéo, vous m'entendiez encore râler sur cette saga. Je le sens. Un Booktubeathon bien rempli, vous l'aurez compris, je suis vraiment contente. En plus de ça, j'avais ouvert une discussion du coup sur Livre Addict pour qu'on puisse échanger. Même si je l'ai fait à la dernière minute, ça nous a permis un petit peu de nous soutenir dans nos lectures. Et on remet ça, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine avec un marathon totalement libre. Où il y a 7 consignes à nouveau avec un livre par jour. Moi personnellement je le fais pour faire baisser ma palle bibliothèque parce que j'ai emprunté énormément de livres que je vais devoir rendre dès la fin août. Et vous voyez peut-être que c'est un peu vide autour de moi parce que je suis en train d'enregistrer tous mes livres sur Livre Addict parce que le rayon développement personnel n'est pas très développé, donc je participe à son étoffement, on va dire. Et puis je remettrai tout ça un peu en place après, mais voilà, je n'ai pas brûlé tous mes livres d'agacement, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao!